Elle s'appelle Eva Cohen, c'est la nouvelle responsable, en tout cas directrice des hubs de l'emploi au sein de Qualita. Dans la vie, elle a aussi été, elle est toujours d'ailleurs, même si c'est en Milouim, Sgan Alouf, c'est-à-dire lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Une pointure, on est ravis de l'accueillir, en tout cas de vous la présenter, parce que nous, on a la chance de la connaître déjà. Alia Story d'Eva Cohen, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors, bonjour Eva Cohen, merci. Bonjour Cathy. Voilà, merci d'être là et de répondre à nos questions. Alors, vous êtes quand même un phénomène parce que vous avez un parcours assez exceptionnel au sein de l'armée de l'air. Alors, je sais que vous êtes très humble, vous allez me dire, vous en avez plein des comme moi. C'est vrai. Mais en tout cas, pour nous francophones, c'est toujours touchant, émouvant, bien voilà, de voir une telle réussite au sein de l'armée de l'air où vous avez fait carrière. Pendant combien de temps vous étiez J'y suis restée 25 ans. Voilà. Je me suis engagée à 18 ans. Voilà, en gros, j'y suis restée pour 25 ans, une carrière entière. Voilà, une carrière entière. Et vous parlez si bien le français parce que vous êtes arrivé à un âge où vous aviez l'habitude de vous exprimer en français. Vous aviez 14 ans. Donc, voilà. Et vous êtes parfaitement intégré en Israël. 14 ans, bon, avec un français courant normalement, un français de quelqu'un de 14 ans, mais je l'ai quand même entretenu avec les années. Je l'ai lu. Je l'ai écrit. C'est sûr que j'aurais espéré qu'il soit un peu plus élaboré. C'est déjà pas mal, hein. Mais voilà. Je m'en suis servie d'ailleurs pour pas mal de mes postes. Voilà. Alors, intégration, très bonne intégration, un peu de force, mais voilà. Un peu de force parce que lorsque vous êtes arrivé en Israël en 1986, vous me le racontiez quand on préparait l'émission, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de smartphone, donc on était un peu coupé du monde. Complètement. Puis c'était de venir d'un pays développé, un pays qui n'était pas franchement développé à cette époque-là. C'était vraiment une très très grande différence entre les deux pays. Mais c'était surtout disparaître. Ça veut dire 1986, on peut dire qu'Israël était très loin d'un développement comme la France. Très loin de ce qu'elle est aujourd'hui, surtout. C'est phénoménal ce qu'est Israël aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ressens un petit peu le contraire. Quand j'arrive en France, je trouve qu'Israël est beaucoup plus développé. Mais ça, c'est parce que je connais déjà bien Israël. Et pas ça. Je dois louper quelques petits développements sur la France. C'est pas faux. C'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que oui, Israël est plus développé que d'autres pays. Alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le pays qu'on a vu, qu'on a rencontré quand on est arrivé. Ce même mois d'août avec ces 40 degrés où en fait, on a disparu d'un autre monde puisque nos seuls contacts, c'était la poste, une fois tous les quelques mois. Pour communiquer avec la famille, pour les communiquer amis. avec la famille, les amis. Il faut savoir qu'on est arrivé seul, quoi. On n'est pas arrivé suite à une famille, on n'est pas des chosrim. Non, vous êtes venu avec vos parents. Je suis venue avec mes parents. Voilà, c'était un rêve, je crois, de votre papa qui rêvait de venir étudier en Israël quand il était plus jeune. Voilà, c'est ça. C'était un vrai rêve sioniste, quoi. C'était le rêve sioniste. Et puis, une compréhension que moi et ma sœur, qui devenaient déjà jeunes adolescentes, nous voir grandir sur Paris, ça faisait pas trop ça à mes parents. Ouais, vous étiez pas vraiment sur Paris, vous étiez à Montreuil en fait. Montreuil, banlieue parisienne, c'était toujours assez chaud, point de vue. À l'époque déjà. Antisémitisme. Et puis on en a eu des preuves. En allant à l'école tous les matins, c'était toujours très chaud. Fallait toujours prendre des précautions. Une vie qu'on connaît bien aussi à Paris aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. C'est peut-être même plus grave. Ouais. Alors donc, votre père conscient de ça, plie bagage et décide de s'installer, alors, pour le coup, à Jérusalem, au Merkaz Klita, voilà, de Mevaseret Zion. Exact. C'était sympa cette période ? Oui, c'était sympa. C'était sympa d'abord de voir des gens du monde entier. À cette époque-là, au Merkaz Klita, c'était vraiment des aliyah, des aliyot, tzioniyot, qui sont venus du monde entier. Beaucoup de pays développés, des pays de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest, mais aussi les États-Unis, le Canada. On a vraiment vu de grandes et belles familles arriver. C'était aussi une occasion de voir un peu les Juifs du monde entier. Bien sûr, c'était pas facile non plus. Pour mon petit frère d'aller au GAN, c'était une horreur parce qu'en fait, on parlait ni l'hébreu. Il me dit, on parle toutes les langues, je comprends rien du tout. Il se sauvait du GAN, tout simplement. Ouais, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile, mais on avait tous le même point commun d'avoir très très peu d'hébreu. Donc on s'est débrouillé. Alors débrouillé et plutôt bien débrouillé, même si au départ c'était pas évident parce que lorsque vous avez été confronté à la réalité
scolarité et par rapport à vos rêves de jeunesse, vous vouliez être médecin. Oui. Voilà, on vous a envoyé une forme de non-recevoir parce qu'après 3 ans passés en Israël, on considérait que vous aviez un hébreu très en deçà de la moyenne et que pour faire médecine, il fallait être excellente et que pour faire Atouda à l'armée, c'est-à-dire d'abord les études de médecine, ensuite l'armée, on vous a fermé la porte. On m'a complètement remballée, en gros, après mon bac, enfin, pendant notre bac. Vous savez comment ça se passe, à l'âge de 17 ans, déjà en première, on commence à faire nos examens pour l'armée. Un rêve israélien qui fait partie un peu de la réalité israélienne, mais nous, pour les gens qui arrivent de France ou d'un autre pays... Votre rêve, c'était pas l'armée forcément. C'était pas forcément l'armée, et surtout cette compréhension d'être une nation en uniforme, c'est une notion qu'on n'a pas encore. Oui, c'est sûr. On n'a pas encore, donc ce qui est pratiquement naturel, complètement naturel pour chacun de mes camarades, c'était pas du tout mon cas, quoi. Je me disais, bon... Mais quand même, j'ai pu comprendre qu'il y avait cette possibilité de faire des études avant l'armée pour ensuite... faire ce même métier dans l'armée, ce qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me présente, toute contente, chez la sous-directrice de l'école qui était déléguée de s'occuper de ce projet, ce qui s'appelle la Atouda. Je dis, voilà, je veux faire une Atouda de médecine. C'est là qu'elle s'éclate de rire. Et elle me dit, mais estime-toi heureuse si on te prend à l'armée. C'est pas forcé du tout que tu rentres à l'armée avec tes 2-3 mots d'hébreu. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas être classifié, tu peux pas... Elle vous a vraiment découragé, quoi. Elle vous a surtout fermé la porte. Donc, il n'y avait plus de choix pour vous que d'aller vraiment vous présenter à l'armée, puisque comme tout le monde, on n'a pas trop le choix, c'est la loi. C'était l'appel. C'est l'appel, c'est la loi. Donc, comme tout le monde s'était déjà préparé, avait déjà un cours, tel ou autre, moi, je sais que j'arrive à ce qui s'appelle Klal Tzahal, donc Tzahal général. Donc, je peux être... chauffeur, je peux être secrétaire dans une base, enfin, des choses. Enfin, contrairement à mes amis, je ne savais pas franchement où j'allais. Mm-hmm. Et j'avais cette même réflexion de la sous-directrice qui me disait... De toute façon, ne te fais pas d'illusions. Surtout, ne te fais pas d'illusions. Voilà. Et ben, finalement, elle s'est trompée. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, on vous propose de passer des tests pour être secrétaire opérationnel des escadrilles de l'armée. Un chouette poste de l'armée de l'air, très bien coté, sûr. Voilà, très demandé. Beaucoup de gens se postulent à ce poste. Exact. Résultat, ils ne vous prennent pas. Résultat, je passe donc les examens et voilà, on ne m'appelle pas dans les reçus. Je comprends que je ne suis pas reçue. Donc encore une claque, ça devait... Et donc encore une claque, je me dis c'est fini, je vais finir... Ça va mal finir pour moi, mais finalement, un autre coup de fil, bienvenue celui-là. Sur place, voilà. Tout de suite après avoir compris que je n'ai pas été reçue à ce même poste, je suis appelée avec une autre de mes camarades qui faisait aussi ces tests avec moi. Et là, on nous dit, vous allez directement à l'école d'officier. Elle est toute contente. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, l'école d'officier, mais qu'est-ce que c'est un officier? Mais qu'est-ce que je vais faire à l'école d'officier? Vous ne savez pas si c'était bien ou c'était pas bien, s'il fallait se réjouir ou s'il fallait pleurer. C'était un peu l'inconnu. L'inconnu. Et puis, qu'est-ce qu'un officier par rapport à un soldat? Et pourquoi que je serais officier avant d'être soldate? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce cours? Ça n'existe pas. Donc vous retrouvez dans ce course d'officier où vous avez beaucoup appris, j'imagine. C'était dur au niveau de l'hébreu? C'était très dur au niveau de l'hébreu. D'abord, je me retrouve dans un système militaire bien profond où j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. D'abord parce que j'ai pas grandi là-dessus, mais en plus, j'ai jamais été soldate. Parce que normalement, pour être officier, on est obligé d'avoir au moins 8 mois d'armée. Ensuite, faire des tests pour être officier. Si on les passe, on passe au cours d'officier. Donc en fait, j'ai fait un raccourci et je ne fais rien de tout ça. Donc je ne sais pas grand-chose et là, je sais encore moins. Et d'abord, je suis très jeune par rapport aux jeunes qui sont dans un cours d'officier, qui ont au moins 19 ans. J'en ai que 18 et j'essaye, et avec un petit hébreu, mais quand même, je me débrouille. J'essaye de m'adapter à tous ces sujets. Je ne comprends pas la moitié, mais ça va. Je me débrouille au bout du compte. Et ils le voient que vous êtes en apnée, ceux qui vous donnent cours. Ils se rendent compte que vous êtes un peu largué? Oui et non. À mon avis, oui et non. Vous donnez le change. Des fois, ça faisait un peu rire. Surtout quand je me trompais avec les noms des mefakdot. Quand il y a Mefaked est arrivé, tout le monde ne bronchait pas. Moi, je me trompais toujours de nom. Tout le monde se marrait. Moi, je me prenais toujours des shabbats sur des shabbats. Et vous avez appris? Mais j'ai appris. Et ensuite, les cours d'officier sont divisés en deux. Il y a le côté vraiment officier de discipline militaire, puis ensuite, il y a le côté professionnel. Donc après, j'ai fait encore 3-4 mois d'une formation dans l'armée de l'air. Mm-hmm.
Là, ça s'est passé. C'était un peu plus cool, mais c'était aussi dur. Mais là, j'avais beaucoup d'amis qui m'ont vous ont aidé. Et voilà. Alors, l'armée, on peut dire, est devenue votre maison. Ça n'a pas été, on va dire, évident tout de suite, mais vous avez eu un premier poste que vous avez gardé 3 ans. Vous étiez officier de relations publiques et internationales de l'armée de l'air. C'est chic. C'est chic, et puis c'est quelque chose de très coté. D'ailleurs, on m'avait demandé tout le temps, mais que fait ton père à l'armée? D'accord, ouais. Et là, je leur disais, mon père, justement, il est en train de faire ses classes, parce qu'il venait juste d'arriver. Il faisait ses classes. À l'âge de 38 ans, il faisait des classes pour faire des Milouim. Et c'était surtout des postes cotés où des filles généraux surtout avaient. Et puis, voilà. Donc, c'était mes langues, l'anglais et le français qui avaient joué. Ils ont beaucoup aidé. Ils ont vite compris qu'en hébreu, ça va être un peu plus difficile. Mais non, là, je parlais déjà bien couramment l'hébreu. C'était autre chose. C'était intéressant pour vous? Vous avez aimé faire ça? C'était très intéressant. Ouais. D'abord, c'était voir l'armée de l'air sur un autre angle. Cette armée de l'air qui est très appréciée dans le monde entier. Qui est immense. Qui a sa discipline bien à elle, qui a ses valeurs bien à elle. Et de voir le reflet de l'armée de l'air dans les yeux de tous ces étrangers, de tous ces invités qui sont venus, puisque je m'occupais de ça, de toutes ces délégations qui arrivaient du monde entier. C'était vraiment, pour moi, c'était un gros boost de sionisme. Vous étiez une ambassadrice de charme, on va dire ça comme pour ça. Pour moi, c'était vraiment... on avait de quoi être fiers. C'était ça. Alors, comme tout le monde après l'armée, vous sortez de l'armée, voilà, et puis vous allez... Voilà, on me propose plein de postes, mais je dis non, moi je sors de l'armée, je veux faire mes études, je veux vivre le grand... je veux faire mon voyage, le grand after-tal. Voilà, sur mon voyage. Moi, j'étais pas trop le voyage Amérique du Sud et tout ça, comme pas mal de gens israéliens. Vous avez trouvé un job pour voyager, c'est pas mal aussi. Vous êtes devenue hôtesse de l'air chez Arkia. Voilà. Donc, ça a duré quelques mois. Et puis, évidemment, l'armée vous rappelle pour un autre poste que vous acceptez. Voilà. C'est une proposition qui arrive par hasard. Et j'ai dit oui par hasard. Et puis, par hasard, je suis restée pour 20 ans. Et puis, voilà. Vous avez fait une longue carrière. On va expliquer un peu tout ce que vous avez fait. Parce que, franchement, c'est pas tout le monde. Donc, c'est un job, là, cette fois-ci, plus administratif. Vous étiez responsable de 2500 réservistes au sein de l'armée. Voilà. Faut savoir que notre armée est fondée sur la force des réservistes, des Milouim, surtout en guerre. Un très gros pourcentage de nos forces sont des forces Milouim. Dans les bases de l'armée de l'air, surtout les bases délicates, ça représente une richesse importante de tout ce qui est les ressources humaines. Donc, on s'occupe de ces réservistes, de ces Milouimnikim, qui viennent très souvent. Donc, c'est tout le côté de s'occuper de leurs arrivées, de s'occuper de leur... La gestion de planning. Toute la gestion de planning. Et puis aussi, pouvoir répondre aux besoins opérationnels qui sont sur la base. Oui, parce que bien sûr, comme à chaque fois, dans l'armée de l'air, il y a le quotidien et puis il y a les urgences, exact. Les opérations. Et puis chez nous, l'urgence, ça peut être très commun, très courant. L'urgence peut devenir quotidienne, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez appris ça, on a parlé des débuts de vos postes, on va arriver jusqu'à la fin, mais vous avez retenu quoi? Qu'est-ce que vous avez appris vraiment au sein de cette armée de l'air? D'abord, je me suis un peu découverte parce que vu... cette jeunesse, cette adolescence un peu hésitante quand j'arrive ici. Puis aussi après, quand on entend que je me fais des beaux rêves, en fait, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Je me rends compte, parmi ces premiers jobs et parmi mes collègues et puis parmi tout ce qui se passe, je me découvre. Je me découvre d'abord capable de pouvoir gérer de gros problèmes. J'étais très jeune. Je me découvre aux yeux des autres, qu'ils apprécient beaucoup, et souvent je me pose des questions et je me dis qu'est-ce qu'ils ont vu que j'ai pas encore vu. Voilà, mais j'apprends surtout à respecter tout ce côté humain qui est dans une force aussi grande que Tsahal, au bout du compte, avec toute cette modernité et tout ce côté très opérationnel. Toute cette armée, l'armée de l'air est une des meilleures armées du monde, avec les meilleurs avions. Les hommes et les femmes de cette armée sont... C'est d'ailleurs le slogan, je crois, de l'armée de l'air.
Ouais, que notre meilleure richesse, notre meilleure fortune, c'est la fortune humaine, la richesse humaine. Donc on a les meilleurs avions du monde, mais on a surtout les meilleurs éléments humains du monde. Et ça, je le reconnais vraiment. Mais c'est pas seulement l'armée de l'air. Il faut savoir qu'à l'armée, on est une très grande armée, on a de tout. Et c'est vraiment un microcosmos, c'est de voir Israël et de rencontrer des gens incroyables dans tous les postes. Et c'était pour moi vraiment ma découverte d'Israël, ma vraie intégration, c'était comme ça d'entrer à l'armée. C'était pour moi... J'imagine que c'est tous les gens qui passent à ce micro, qui ont eu la chance de faire l'armée en Israël, le disent que vraiment, il y a avant, après l'armée, ça a tout changé dans leur vie. Quoi. Pour certains, c'était très dur. Pour d'autres, c'était une expérience géniale. Mais dans tous les cas, ça leur a fait faire un bond dans leur intégration. Ouais. Alors ensuite, après ces 3 ans passés dans ce poste, on vous propose autre chose. Alors que c'était pas du tout prévu pour vous. Vous n'aviez toujours pas étudié. Il faut quand même le préciser que vous vouliez étudier et c'était pas encore ça se fait arrivé. Pas encore, puisque je suis dans l'armée, c'est pas encore ça. Alors, on vous propose d'être assistante du général à Sahel, à Paris. Exact. Ça veut dire qu'il faut assistante de notre attaché de défense à Paris, qui est un poste important à cette époque-là et aujourd'hui aussi. D'accord, la représentation militaire à Paris, la représentation de défense en Europe est importante. Et c'est un poste très intéressant, stratégique. Et là, on me fait cette proposition qui voulait dire surtout retourner à Paris pour au moins 3 ans. Faire le chemin en arrière. Faire le chemin en arrière. Et donc là, on se pose des questions. On se pose des questions. On voit aussi le prix que mes parents ont payé pour qu'on puisse grandir en Israël. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on prend un risque d'arriver à ces années-là ? Ce sont des années un petit peu... charnières. Voilà. Et puis, c'est l'année où on rencontre quelqu'un. Et puis même, on peut se marier, peut-être fonder une famille. Et en fait, peut-être même rester à Paris. Ça, pour moi, c'était impensable. C'était une trahison par rapport à vos parents ? Complètement. Ouais. Et le même jour, hasard du calendrier ou pas, on ne sait pas, on vous propose, toujours l'armée, de vous payer des études de sciences politiques et de Moyen-Orient, on va traduire ça comme ça, à l'université ivrite de Jérusalem. Voilà, donc hébraïque de Jérusalem, la ivrite comme on dit en français. Et donc, même jour, il faut choisir, c'est assez saisissant, mais pour toutes les raisons que vous nous avez énoncées, vous choisissez d'aller étudier. Voilà. C'est un choix pas facile, j'imagine. Pas du tout. C'est-à-dire, mon cœur était complètement de prendre ce poste très intéressant, un poste on peut faire une fois dans notre vie, ou pas du tout, d'ailleurs, c'est pas un poste courant, quoi. Nous avons qu'un attaché militaire à Paris, on n'a pas plus. Mais je prends cette décision de faire mes études en Israël. Mais vous avez bien fait. C'est ce que j'ai fait. Vous avez bien fait parce que l'armée, après avoir... elle investit sur vous, en fait, bien sûr, parce que quand l'armée vous paye des études, j'imagine qu'il faut s'engager à y rester. Exact, ouais. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Et vous avez bien fait, puisque vous vous retrouvez, après vos études, à diriger une base dans le Sud. Non, toute la section humaine d'une grande base du Sud. Voilà, c'est ça. Dans une base du Sud, vous vous retrouvez à gérer des milliers de personnes. À gérer tout le côté personnel d'une très grande base. Donc, quand on dit personnel, c'est tout ce qui est les réservistes, mais aussi les sadirs. Les sadirs, c'est ceux qui sont... tous ceux qui font leur service, les jeunes entre 18 et 21 ans, mais aussi les officiers de carrière. Les officiers ou les sous-officiers de carrière. C'est tout un monde qu'il faut gérer point de vue tout ce qui est professionnel, on va dire, d'accord ? Tout ce qui est le recrutement professionnel, tout ce qui est les grades professionnels, tout ce qui est les formations. L'armée de l'air est formée par des formations qu'on fait tous les mois. Ça dépend des métiers. Ce sont des métiers qui sont techniques. Voilà, un gros poste. Vous avez aimé faire ça ? C'était un grand challenge. Le côté de ce poste, c'était qu'on avait aussi à dire à des jeunes parents, des jeunes officiers qui ont une famille, de leur dire, vous pouvez pas rester. Il faut les démissions. Tout ce qui était les démissions, et ça pouvait être quotidien, parce que l'armée est toujours sous un budget, et très souvent, on avait cette demande dans les bases, cette année, il faut renvoyer au moins 30 personnes. Ah, c'est très bien. Et c'est les choisir, et c'est leur dire, et c'est la compréhension qu'après l'armée, c'est pas très facile. Quand on arrive dans un système qui est complètement professionnel comme l'armée de l'air, c'est pas qu'on arrive dans le civil et on a des propositions incroyables dans le domaine des avions de combat, quoi. C'est pas du jour au lendemain. Et puis les industries, c'est aussi pas du jour au lendemain. Elles sont inondées par le personnel de l'armée de l'air de toutes les façons. Donc c'était une lourde responsabilité et c'était difficile à... Et puis ça pesait, moralement, ça pesait beaucoup. Mais j'en ai appris beaucoup, voilà.
J'imagine. Ouais. Alors après ce poste de gestion, on va dire, un lourd poste, un poste très important au sein de l'armée, vous concevez un programme pour aider les officiers, un programme de leadership. Alors ça, Voilà. c'est encore... On est encore dans un autre domaine. Mais j'ai fait que des postes assez atypiques, il faut savoir. C'est pas très typique à un système de l'armée de l'air et même de l'armée. Il y a toujours des branches Mais là, apparemment... assez bien prévues d'avance. Moi, j'ai fait de l'atypique pendant 25 ans, mais c'est un choix que j'ai fait. Ouais. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui était beaucoup plus intéressant de mon point de vue. Vous étiez proactive à l'armée, c'est vous qui allez et qui voyez les manques et qui vous disiez, par exemple, pour ce programme que vous avez conçu de leadership, c'est vous qui avez... Alors, dans ce cas-là, oui. En fait, je suis arrivée sur ce poste qui existait déjà. D'accord, l'armée de l'air a toujours vu l'importance d'admettre à tous ces officiers des cours, des orientations, tout ce qui peut les développer au niveau personnel. Donc, ça existait déjà. Mais c'était très, très restreint. Et c'était sur des sujets professionnels. C'était en fait donner à l'officier des sujets qui, en fait, après, revenaient à l'armée de l'air. D'accord ? C'était un peu pour eux, quoi, plutôt que pour l'officier lui-même. Et là, de venir un peu du terrain, parce que je suis venue de base du terrain dans un poste comme ça, c'était mettre de nouveaux sujets qui n'ont peut-être pas un rapport direct avec un sujet professionnel, mais qui peuvent les développer personnellement. Donc voilà, donc on a créé, je suis arrivée, j'avais peut-être une douzaine de formations. Après un an, il y en avait déjà 102. 102 formations. Vous êtes passé de 12 formations à 102 formations. Voilà, tout simplement, on a élaboré les grades. On en avait pour des capitaines, mais on en avait pour les lieutenants, les capitaines, les commandants. Pour chacun, en fonction des profils et des grades de chacun. Puis essayer d'avoir un profil bien particulier pour pouvoir avoir une plateforme, pour pouvoir vraiment développer des sujets qui touchent un peu à tout le monde et qui peut vraiment les développer pour après rentrer dans leur base et dire « Waouh, j'ai fait quelque chose ». Qui m'a donné quelque chose que je n'avais pas avant. Oui, parce que pour vous, les soldats qui sont heureux de faire leur job, qui se sentent valorisés, sont et motivés, sont de meilleurs soldats. Ouais, je pense que c'est l'armée qui gagne. Voilà. Au bout du compte, oui, bien sûr. Comme j'ai toujours dit, on a exactement le même client, c'est l'armée. Mais là, si j'ai pu offrir à l'armée en offrant d'abord à l'officier et tout ce qui est interne, sa façon de regarder les choses. De développement personnel, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus personnel. C'était pas encore une formation technique, une formation de planning, comment faire un programme de travail. Non, pas du tout. C'était tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est gérer des conflits, vraiment quelque chose de très personnel. Voilà. Alors, vous avez continué dans l'atypisme, on va dire, parce que vous vous êtes retrouvé, après ce poste-là, pendant 2 ans, sous-chef du cours de chef d'escadrille de l'armée de l'air, et vous étiez évidemment la seule à ne pas être pilote. Bah oui, en fait, c'est un poste qui est réservé aux pilotes. Et j'étais la première qui n'est pas pilote qui a fait ce poste. Voilà, un poste que j'ai fait relativement assez court puisque... Vous n'avez pas trop aimé là, pour le coup, parce que c'était très technique. C'était très technique et puis c'était surtout sans vraie possibilité d'influencer. Okay. Si les sujets étaient décrits d'avance et on ne pouvait pas influencer, donc pour moi, c'était pas assez. Puis il y avait la seconde guerre du Liban qui arrivait juste en plein milieu, donc ça a été court. Alors pour le coup, c'était technique. Il y avait la seconde guerre du Liban, mais du coup, avec la seconde guerre du Liban, on s'est rendu compte des problèmes dans ce. Au niveau de la formation, on a déjà décelé des problèmes. Des problèmes très importants qui peuvent coûter cher sur le terrain, au combat. Exact. Qui avait un impact sur le terrain. En fait, ce qu'on a, les leçons apprises sur tout ce qui est en termes de formation, était que le chef de bataillon, donc ceux qui gèrent les armées de terre, et les chefs d'escadrille, donc les officiers supérieurs dans l'armée de l'air, ne communiquaient pas forcément ensemble. Chef d'escadrille, ça veut dire les pilotes, en gros. Voilà, les pilotes, les lieutenants-colonels, chef d'escadrille, c'est quand même un peu plus que de pilotes, d'accord ? Ouais. C'est gérer toute une escadrille d'avions, de pilotes et de jeunes pilotes. Et de réservistes, mais un bataillon, c'est autre chose. C'est l'armée de terre, c'est des centaines de combattants sur le terrain. Et ça a une discipline complètement différente. Et on s'est rendu compte que la communication entre eux, pas forcément la communication technique, mais aussi même la communication de langage, de se comprendre, était un problème. Donc il y avait un problème. Donc s'il y a mauvaise communication, j'imagine que les combats, ça devait être moyen sur le terrain. Et donc il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, c'est sûr. Donc grâce à ça, il y a une décision. Donc l'armée a décidé de créer une nouvelle formation professionnelle qui mettrait ensemble les pilotes et les chefs de bataillon et aussi les chefs de navires. Il y a aussi la marine était là aussi. Donc tout le monde opérationnel de l'armée
toute cette étape de passer de commandant à lieutenant-colonel, ce qui est une étape importante parce que c'est en fait de passer à chef de petite force, à chef de très très grande force. C'est un niveau tactique très important, même vu le stratégique. Donc là, la compréhension qu'il fallait les mettre ensemble, c'est une décision qui s'est prise à l'armée, qui existe jusqu'à présent. Qui existe jusqu'à présent. Et vous avez créé un cours pour cela qui s'appelle Ahoud, et c'est ce qui est exactement enseigné. C'est ce que l'armée a fait. Voilà. Et grâce à vous. Moi, en fait, non, moi j'étais dans... Elle est trop modeste, Eva. Non, on peut plus, là. non, mais en fait, j'étais dans cette équipe qui essayait de former ce cours, et j'étais bien entendu déléguée de tout ce qui était les termes de l'armée de l'air, tous les sujets de l'armée de l'air, comment importer dans ce cours qui a un peu de tout et de tout le monde, importer quand même les notions de l'armée de l'air. Le leadership d'un pilote n'est pas le leadership d'un chef de bataillon, c'est pas du tout la même chose. Et il fallait quand même pouvoir intégrer tout ça là-dedans, et c'était ça. En fait, j'étais un peu pivot, quoi, le pivot de tous les termes de l'armée de l'air dans ce cours, qui existe jusqu'à présent. Il existe jusqu'à présent. Alors vous avez continué. On va dire que le poste le plus important que vous ayez eu, c'est le dernier. En tout cas, l'avant-dernier. Voilà, je corrige, mais disons le plus opérationnel. Voilà, vous avez été chef de desk Europe de la division de stratégie, c'est-à-dire que vous étiez vous travailliez en coopération avec les armées du monde entier, en fait. Voilà, c'était surtout de la coopération militaire entre Tsahal et les armées d'Europe. Donc j'avais 10 pays d'Europe, dont les pays importants comme l'Allemagne, la Russie, qui est un pays très délicat en termes de coopération. La France, bien entendu, c'est pas surprenant. Alors vous allez nous éclairer, parce qu'on se pose toujours la question, mais pourquoi Israël coopère avec des armées qui ne sont pas forcément très proches, ou on a du mal à comprendre parfois? Mais c'est une très bonne question. C'est peut-être la meilleure question à poser quand on parle du monde stratégique. Puisqu'en fait, chaque demande de coopération est toujours vue par une prisme bien plus large que la seule volonté de coopérer. Donc, c'est tout un système de consulting avec le Mossad, le Shabak, le ministère des Affaires étrangères, les industries. C'est-à-dire que être coopéré avec une certaine armée est un atout stratégique pour Israël à long terme? Exactement. En fait, Tsahal est une armée renommée au monde, et au niveau des armées, il y a énormément de demandes de coopération. C'est au niveau national, on nous tape dedans toute la journée. Au niveau de l'armée, c'est autre chose, c'est très respecté. Donc très souvent, c'est un atout pour Tsahal, pour pouvoir gagner des points stratégiques. D'accord ? Si on veut une voie à l'ONU, ou peut-être pas une voie à l'ONU, des fois ça passe aussi par la coopération militaire. Donc c'est pouvoir comprendre tout ce système qui mêle énormément de personnes, puis énormément d'avis, et puis pouvoir décider est-ce que oui ou non on coopère avec ce pays sur ce thème. C'est tout un monde. Je le dis souvent, il y a eu pas mal de débats où j'étais là en train de me pincer pour voir si c'était bien moi. C'était moi. Donc sur des sujets historiques, bon, on n'en parle pas trop aujourd'hui, bien entendu. C'est des sujets. Vous pouvez nous en donner un ou deux? Non, mais si. Quel débat vous avez assisté qui vous a marqué? Allez. Bon, surtout des débats avec l'Allemagne en ce qui concerne les sous-marins, mais si, il y a quand même des photos que je garde et que je garderai toujours. C'était l'arrivée du chef d'état-major de l'armée allemande en Israël, quand le chef d'état-major à cette époque-là était Ashkenazi, le général Ashkenazi, qui décide que leur première rencontre se fera à Yad Vashem. Et il décide de le recevoir au bout de toute la visite de Yad Vashem. Il y a ce fameux pont au bout de la visite. Et donc, avec son arrivée en Israël, Ben Gurion tac directement Yad Vashem. Il fait Yad Vashem, il ne voit pas encore le général Ashkenazi. Il fait vraiment tout Yad Vashem, il est très, très, très ému. Et c'est là qu'il trouve, au bout de ce pont, où il voit que son ombre, c'était le général de l'armée israélien qui l'attend. Et alors là, il le prend fort dans ses bras, il a les larmes aux yeux, et il lui dit « On n'oubliera jamais. Nous ne sommes pas responsables, mais nous prenons la responsabilité. » Mais comme il avait dit ça, il a dit « c'est pas de notre faute, en parlant de cette génération, mais on assume la responsabilité. » Il avait les larmes aux yeux, et il tenait Ashkenazi, et puis il ne le lâchait pas. Vous étiez présente? J'étais présente. Pour moi, c'était vraiment... C'était peut-être inoubliable. C'est une grande victoire. C'était pensé aux 6 millions comme ça, tout passé, vraiment toute notre histoire passée dans ce moment. Puis des moments comme ça qui sont inoubliables. Et je me dis bon, c'est peut-être pas mal qu'on a fait notre alia.
Et c'est pas dommage que vous n'ayez pas été médecin, en tout cas pour nous, parce que je pense que vous avez été très utile dans les différents postes que vous avez tenus. Alors aujourd'hui, vous êtes au sein des Hubs de l'emploi, vous les dirigez, vous êtes revenu dans le monde de l'ALIA pour aider d'autres comme vous, qui seront peut-être de grandes personnalités en Israël, on ne sait pas, qui arrivent, qui ont tout quitté pour recommencer une nouvelle vie. C'est émouvant pour vous ? C'est très émouvant. D'abord parce que j'ai toujours voulu faire des postes qui ont un côté sioniste, même si c'est un terme qui est un petit peu terne dernièrement, peu galvaudé, surtout en Israël. Mais pour moi, c'est quand même une motivation de faire quelque chose qui a une valeur beaucoup plus haute que son nom. Les Hubs de l'emploi, ça fait très recrutement, très machin, mais au bout du compte, c'est pouvoir donner la possibilité à tous ces gens qui font l'ALIA, et c'est pas facile de faire une ALIA, je le sais personnellement, pour leur donner quelque chose d'autre, une autre possibilité de réussir, pour se dire, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a pris la décision de vous aider, de vous assister, c'est pour ça qu'on est là, et voilà, je le fais avec une grande volonté, et puis pas mal de relations sur place, donc ça peut aider. Bon, on n'a pas raconté tout ce que vous avez fait. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec le fonds Libye créé par Menachem Begin. Vous continuez de les soutenir, je crois, à titre bénévole aujourd'hui. Voilà. Bon, mais en tout cas, on peut imaginer qu'avec toutes les idées que vous avez eues à l'armée, toutes les nouveautés que vous avez lancées, voilà, dans les différents cours et dans les différentes formations que vous avez eues, vous avez mené les différents postes que vous avez tenus, eh bien, vous allez être très innovante pour l'emploi, pour les Olim Khadashim. J'en suis certaine. Voilà. Alors, je dis souvent à mon équipe... la barre... Non, mais je dis souvent à ma superbe équipe du Hub, j'imagine que certains connaissent déjà. En fait, tout ce qui se passe, le recrutement, la gérance professionnelle, les formations, tout ça, c'est du professionnel. Mais en fait, tout ce qui est un peu derrière, tout ce qui est... Michoutz la Koufsa. En dehors de la boîte. En dehors de la boîte, c'est ma zone confort. Donc c'est là où essayer de trouver des partenariats, des vrais partenariats dans le monde israélien, dans le système israélien, qui donnent de vraies possibilités aux LIM et des possibilités à long terme. De faire des petits boulots, je dirais pas que c'est facile parce que ça aussi c'est important. Des fois c'est important. Mais possibilités à long terme, c'est important. Pour avoir l'hébreu, pour qu'on pourrait prendre l'hébreu, puis aussi commencer à se mettre dans le système. Mais d'avoir un emploi de qualité, comme une ALIA de qualité, d'où le nom Kalita, c'est aussi notre travail, leur donner une vraie possibilité en termes de formation, puis ensuite un travail qui est lié complètement à la formation, en termes de bureaux gouvernementaux, en termes de métier. Est-ce que vous allez mettre l'accent, et ce sera ma dernière question, sur l'hébreu au sein de la formation, peut-être professionnelle, ou au sein des hubs à Tel Aviv et aussi bien qu'à Jérusalem, pour que ceux qui cherchent du travail maîtrisent mieux la langue? La réponse est oui, parce que je l'ai vécu. Parce que l'Ulpan que j'ai fait, les quelques mois d'Ulpan que j'ai fait quand je suis arrivée, m'ont pratiquement ouvert mes possibilités en Israël. C'est-à-dire pour moi, c'était de ne rien savoir, et je ne dirais pas de tout savoir, mais d'en savoir un peu plus après avoir fait l'Ulpan. Et il faut comprendre que sans la langue, on n'aura pas d'intégration. Et peut-être il faut savoir qui passe avant quoi. Et des fois, de travailler, de rentrer dans le monde de l'emploi, c'est aussi d'avoir une nouvelle maîtrise sur la langue, mais il faut quand même faire des efforts. Tous nos cours et nos jobs, nos ateliers, et certains de nos entretiens sont faits en hébreu. En hébreu, ivrit kala. Oui, pour tout le monde. Mais en hébreu. Bon, ok. En tout cas, on était ravis de vous avoir, Eva, de mieux vous connaître. Voilà, on vous voit passer dans les couloirs. Maintenant, on sait tout sur vous, ou presque. On vous souhaite bonne chance. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.